Il y a une vérité dérangeante que personne ne veut admettre, et elle change tout ce que vous croyez savoir sur l'intelligence. Imaginez un instant que la stupidité ne soit pas simplement un manque de quotient intellectuel. Et si c'était quelque chose de bien plus pernicieux? Une force invisible, capable de transformer des esprits brillants en de véritables instruments de destruction. Nous avons souvent tendance à croire que la plus grande menace pour notre monde, ce sont les mauvaises personnes. Des gens malveillants, qui préparent le pire dans l'ombre. Mais la réalité est beaucoup plus effrayante. Le vrai danger, ce ne sont pas les monstres. Ce sont des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui ont tout simplement arrêté de réfléchir. Fermez les yeux et imaginez la scène. Pensez à un chercheur renommé, couvert de diplômes, qui se met soudainement à partager des informations fausses et dangereuses. Pensez à cette institutrice douce et bienveillante qui du jour au lendemain se met à soutenir des idées qui blessent les autres. Ou imaginez un père de famille aimant, prêt à tout pour ses enfants, qui prend des décisions mettant leur propre vie en danger. Ces personnes ne sont pas méchantes. Elles n'ont aucune mauvaise intention. Ce sont des individus intelligents, cultivés, qui sont tombés dans un piège invisible. Un phénomène que le penseur Dietrich Bonhoeffer a appelé le pouvoir de la stupidité. Et c'est là que le frisson commence. Ce cauchemar n'arrive pas qu'aux autres. Il s'infiltre dans notre quotidien. Ce n'est pas qu'une simple théorie philosophique. En 1961, à la célèbre université de Yale, un psychologue du nom de Stanley Milgram a mené une expérience qui a choqué le monde entier. Le principe était simple. On a invité des volontaires tout à fait normaux. Des employés de bureau, des ouvriers, des commerçants. On les a placés devant une fausse machine électrique. Un homme en blouse blanche, représentant l'autorité, leur donnait une consigne claire. Infliger des chocs électriques à un inconnu dans la pièce d'à côté à chaque mauvaise réponse. Évidemment, la machine était truquée. L'inconnu était un acteur et les cris étaient enregistrés. Mais pour les volontaires, tout semblait réel. Au fur et à mesure que les décharges devenaient plus fortes, les cris devenaient insoutenables. La personne suppliait qu'on arrête. Puis, soudain, un silence de mort absolu. Logiquement, n'importe quel être humain doté d'empathie aurait dû se lever et tout stopper. Mais savez-vous ce qui s'est passé? 65% des participants, plus de la moitié, sont allés jusqu'au bout, appuyant sur le bouton de la décharge maximale, celle qui était censée être mortelle. Ils n'étaient ni sadiques ni fous. C'étaient des gens normaux. Mais face à une figure d'autorité, ils avaient temporairement abandonné leur propre jugement moral. Ils avaient renoncé à penser par eux-mêmes. Ce débranchement du cerveau, cette obéissance aveugle, c'est très exactement ce que Bonhoeffer a observé de ses propres yeux lors de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Et cela l'a conduit à formuler une théorie bouleversante sur la nature humaine. Mais avant de juger ces gens, je dois vous poser une question très personnelle. Avez-vous déjà défendu une idée simplement parce que votre entourage, vos amis ou votre famille y croyaient aveuglément? Gardez cette question en tête, car la suite va tout changer. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, il faut plonger dans l'histoire de Dietrich Bonhoeffer. Et croyez-moi, ce n'était pas le genre de philosophe ennuyeux, enfermé dans son bureau à ruminer des concepts abstraits. Pas du tout. Bonhoeffer était un pasteur luthérien allemand, un homme qui a vu son monde s'effondrer sous ses yeux. Né en 1906 au sein d'une famille d'intellectuels brillants, son père était un psychiatre reconnu. Il avait toutes les raisons du monde de croire en la science, en l'éducation et en la force de la raison. Mais quand le parti nazi a pris le pouvoir en Allemagne, tout a basculé. Ce que Bonhoeffer a observé durant ces années de terreur a définitivement brisé sa foi en la rationalité humaine. Il a vu ses propres compatriotes, des gens extrêmement bien éduqués, cultivés, des croyants fervents, se mettre à soutenir des lois monstrueuses, des politiques qui allaient totalement à l'encontre de toutes leurs valeurs. Et c'est là le plus choquant. On ne parle pas ici d'une foule ignorante, facilement manipulée par une propagande grossière. Non. On parle de professeurs d'université,
de médecins respectés, de chefs religieux. Des esprits supérieurs qui ont activement participé à leur propre suicide intellectuel. Ils ont volontairement choisi d'éteindre la lumière dans leur esprit. C'est depuis sa froide cellule de prison, en 1943, alors qu'il attendait d'être exécuté pour avoir participé à un complot contre Hitler, que Bonhoeffer a écrit ces mots les plus glaçants. Il a noté « Contre la stupidité, nous sommes sans défense. Ni les protestations, ni l'usage de la force ne peuvent rien y faire. Les arguments tombent dans l'oreille d'un sourd. » Ce qui rend cette réflexion si percutante, c'est sa précision clinique. Bonhoeffer a remarqué une chose fascinante. Le mal, la méchanceté pure, porte toujours en elle les germes de sa propre destruction. Pourquoi ? Parce que faire le mal crée un malaise. Ça engendre un conflit intérieur. Le méchant sait, au fond de lui, qu'il fait quelque chose d'horrible. Tôt ou tard, il finit par craquer, mais la stupidité, c'est une toute autre bête. La personne prise de stupidité est absolument convaincue de faire le bien. Elle se sent moralement supérieure et intouchable. Et cette certitude aveugle la rend totalement immunisée contre la réalité. Vous pouvez lui montrer des faits, des preuves indiscutables, des statistiques. Tout glisse sur elle. Bonhoeffer a compris que les gens malveillants cachent leurs intentions. Mais ceux qui sont frappés par cette stupidité agissent au grand jour, persuadés d'être les héros de l'histoire. Ce qu'il a compris depuis sa cellule de prison est terrifiant. Les tyrans d'aujourd'hui n'ont même plus besoin de censurer la vérité. Ils n'ont plus besoin d'interdire les livres. Ils ont juste besoin de rendre la vérité beaucoup trop fatigante à chercher. Soyons très clairs sur un point. Quand Bonhoeffer utilisait le mot « stupidité », ce n'était pas une insulte. Il ne parlait pas de gens ayant raté leurs examens ou ayant un faible quotient intellectuel. Il décrivait quelque chose de beaucoup plus profond, ce que l'on appelle aujourd'hui la stupidité fonctionnelle. Une forme d'ignorance volontaire. Dans l'une de ses lettres, il explique une chose troublante. Il dit que lorsqu'on parle avec une personne frappée par cette stupidité, on a l'impression de ne pas parler à un être humain. C'est comme parler à un mur. L'individu semble totalement possédé par des slogans, des mots-clés et des phrases toutes faites. Il récite un texte qu'on lui a soufflé. Mais voici la vraie révolution dans la pensée de Bonhoeffer. Il a prouvé que cette stupidité n'est presque jamais un défaut personnel. Ce n'est pas de la bêtise innée. C'est le résultat direct d'une pression imposée par la société. Une pression invisible qui rend la pensée indépendante beaucoup trop difficile et coûteuse à maintenir. Regardez notre monde actuel. Soyons honnêtes. Notre système entier nous encourage à prendre des raccourcis intellectuels. Les réseaux sociaux gagnent des milliards d'euros lorsque vous réagissez avec vos tripes, sous le coup de l'émotion, au lieu de prendre le temps d'analyser. Les chaînes d'information font plus d'audience avec de la colère pure qu'avec de la nuance. Les politiciens gagnent des élections avec des phrases chocs qui tiennent sur un poste, pas avec des lois complexes. Mettez-vous à la place d'une personne ordinaire aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui cumule les heures supplémentaires pour payer son loyer. Quelqu'un qui croule sous les factures, épuisé par le stress quotidien et qui est bombardé d'informations, de notifications et de mauvaises nouvelles, du réveil jusqu'au coucher. Quand vous êtes épuisé à ce point, abandonner toute réflexion critique n'est plus de la paresse. C'est une pure stratégie de survie. Les économistes ont même un nom pour cela. Ils appellent ça l'ignorance rationnelle. Il arrive un moment où il est tout simplement plus efficace et moins douloureux de rester ignorant sur un sujet complexe plutôt que d'investir l'énergie vitale nécessaire pour le comprendre. C'est le chemin de la facilité. Cependant, ce choix individuel dicté par l'épuisement finit par créer une folie collective à grande échelle. C'est très exactement ce que Bonhoeffer a observé en Allemagne. Des gens fatigués, brisés par la crise économique, qui ont préféré la simplicité d'un mensonge rassurant à la complexité de la vérité. Le problème, c'est que si notre économie nous pousse à fuir la réflexion, notre propre cerveau, lui, est littéralement programmé pour obéir. Notre environnement nous pousse à bout, c'est un fait. Mais il y a pire. Notre propre biologie joue contre nous.
Dans les années 1950, un psychologue nommé Leon Festinger a mis en lumière un concept fascinant, la dissonance cognitive. Pour faire simple, c'est un mécanisme de défense automatique. Lorsque votre cerveau rencontre une information qui contredit directement ce que vous croyez, il panique. Au lieu d'analyser cette nouvelle donnée de manière logique, il se braque. Il la rejette violemment pour éviter l'inconfort mental. Et ce processus de déni se multiplie de manière exponentielle lorsque nous sommes fatigués, stressés ou inquiets pour notre avenir financier, c'est-à-dire exactement le climat dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. Bonhoeffer l'avait compris bien avant les scientifiques. La stupidité fonctionnelle n'est pas un problème isolé, c'est un phénomène collectif. Des individus parfaitement raisonnables dans leur vie privée perdent toute trace de bon sens dès qu'ils intègrent un groupe ou un mouvement de masse. Quelques années plus tard, une expérience célèbre du psychologue Solomon Asch a prouvé cette intuition de façon indiscutable. Imaginez la scène, vous êtes assis dans une pièce avec d'autres participants. On vous montre un tableau avec des lignes de taille différentes. La réponse est d'une évidence enfantine. Mais voilà que tous les autres volontaires, qui sont en réalité des acteurs complices, donnent la mauvaise réponse les uns après les autres, avec une assurance absolue. Que faites-vous? Allez-vous faire confiance à vos propres yeux ou au groupe? Les résultats de l'étude font froid dans le dos. 75% des gens finissent par s'aligner sur l'avis de la majorité et donnent une réponse fausse au moins une fois. Ils savent pertinemment que le groupe se trompe, mais ils préfèrent mentir plutôt que de se faire remarquer. Transposez maintenant ce biais humain à notre ère numérique. Les réseaux sociaux sont devenus des amplificateurs géants de cette soumission invisible. Une étude majeure du MIT a révélé que les fausses informations se propagent 6 fois plus vite que la vérité sur Internet. 6 fois plus vite. Pourquoi? Parce que la vérité est souvent complexe et ennuyeuse. Le mensonge, lui, est excitant. Il est conçu sur mesure pour être émotionnellement satisfaisant et pour valider vos préjugés. Lorsque vous partagez une information biaisée qui confirme votre vision du monde, votre cerveau reçoit une petite dose de plaisir. L'algorithme repère ce signal et commence à vous injecter une double dose de contenu similaire. Sans vous en rendre compte, vous êtes enfermé dans une chambre d'écho. Un véritable sable mouvant intellectuel. Regardez votre fil d'actualité. Il ne vous montre que ce que vous avez envie de voir. C'est ainsi que des communautés entières se déconnectent du réel. Nous l'avons vu à travers l'histoire, des procès des sorcières de Salem jusqu'à la paranoïa de la guerre froide. À chaque fois, des citoyens instruits et respectables ont abandonné toute logique pour se fondre dans le troupeau. Des gens bien ont toujours fait des choses horribles sous cette influence, mais la menace que nous affrontons aujourd'hui est d'un tout autre niveau. À l'époque de Bonhoeffer, la propagande se diffusait par des journaux de papier et des postes de radio en noir et blanc. C'était lourd, c'était lent, et c'était visible pour quiconque gardait un minimum de recul. Mais ce que nous traversons aujourd'hui est infiniment plus redoutable. Nous sommes passés des affiches politiques à des algorithmes prédictifs nourris à l'intelligence artificielle. Des systèmes virtuels qui connaissent nos peurs, nos colères et nos failles secrètes bien mieux que nos propres proches. Des outils capables de manipuler nos perceptions avec une précision chirurgicale. Et le piège est d'autant plus grand que notre cerveau a évolué pour survivre, pas pour chercher la vérité absolue. Durant la préhistoire, nos ancêtres devaient prendre des décisions en une fraction de seconde. Si un buisson bougeait, il fallait fuir immédiatement, sans s'arrêter pour analyser si c'était le vent ou un prédateur. Ceux qui prenaient le temps de réfléchir de manière trop complexe se faisaient dévorer. Nous avons hérité de ce câblage. Notre esprit cherche constamment à économiser son énergie en privilégiant les conclusions rapides, les histoires de simples et les explications rassurantes de type « nous contre eux ». C'est exactement ce mécanisme que Bonhoeffer décrivait, mais poussé aujourd'hui à son paroxysme. Dès qu'une crise éclate, qu'elle soit économique, sanitaire ou géopolitique, l'anxiété s'installe. Et sous le coup de la peur, nous devenons des proies faciles pour n'importe quel discours autoritaire qui élimine la nuance au profit d'un coupable idéal. Nous l'avons vu récemment à l'échelle mondiale,
Des ingénieurs, des médecins, des universitaires, des esprits habitués à la rigueur scientifique dans leur travail, se sont mis à relayer les théories du complot les plus farfelues sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un effondrement de leur intelligence, c'était un effondrement total de leur indépendance d'esprit sous le poids d'un stress collectif sans précédent. Chaque j'aime, chaque partage, chaque seconde passée à fixer un écran est analysée pour être retournée contre notre libre arbitre. Notre attention est devenue une marchandise, et notre capacité à penser par nous-mêmes est la première victime de cette guerre invisible. Pour échapper à cette manipulation mentale, il faut être prêt à en payer le même prix qu'un homme a payé de sa propre vie. Dietrich Bonhoeffer a refusé de céder. Il a refusé de livrer son esprit à la folie ambiante et il a payé pour cela le prix le plus élevé qu'un être humain puisse donner. Il a été exécuté par pendaison le 9 avril 1945, à peine quelques semaines avant que le régime nazi ne s'effondre définitivement. Selon le témoignage d'un prisonnier qui a partagé ses derniers instants, ses ultimes paroles ont été « C'est la fin pour moi, mais le commencement de la vie ». Son sacrifice n'était pas seulement un acte de bravoure politique contre un dictateur. C'était un combat sacré pour sauver l'essence même de la pensée humaine. Bonhoeffer avait compris une vérité implacable, presque insoutenable. Lorsque les hommes arrêtent de réfléchir par eux-mêmes, ils cessent d'être pleinement humains. Ils se transforment en marionnettes. Des coquilles vides dont les fils sont actionnés par la force la plus bruyante, la plus violente ou la plus séduisante du moment. Et c'est là que résonne le défi ultime qu'il nous a laissé à travers le temps, une question qui frappe aujourd'hui à notre porte avec une force démesurée. Qui tient bon? Quand la pression de vos cercles d'amis, de vos collègues, de votre famille ou de vos fils d'actualité devient étouffante. Quand refuser de suivre la masse demande un courage surhumain. Quand le coût de la vérité est infiniment plus lourd à porter que le confort d'un mensonge partagé, qui tient bon? C'est ici qu'il faut avaler la pilule, la plus amère de ce voyage. La véritable tragédie de notre époque, ce n'est pas qu'on nous arrache notre liberté de penser. C'est que renoncer à notre esprit se ressent souvent comme une immense délivrance. Ça fait du bien. Penser est un travail épuisant. Cela demande une énergie folle. C'est inconfortable, presque douloureux, de devoir maintenir des idées complexes, nuancées et parfois contradictoires dans sa tête. Et c'est terriblement blessant pour notre ego d'admettre que nous avons pu nous tromper sur un sujet qui nous tenait à cœur. Bonhoeffer affirmait que briser cette hypnose collective exigeait ce qu'il appelait une grâce coûteuse, c'est-à-dire la volonté farouche de préserver sa lucidité, même si cela vous rend impopulaire, même si cela vous isole, même si cela fait mal. La réalité est nue et crue. Personne n'est à l'abri de la stupidité fonctionnelle. À la seconde même où vous vous croyez trop intelligent, trop éduqué ou trop éveillé pour être manipulé, c'est que l'engrenage a déjà commencé à vous broyer. Le prix de votre liberté intellectuelle est une vigilance de chaque instant. Mais ce n'est pas une guerre contre un ennemi extérieur. C'est une bataille intime contre votre propre tendance naturelle à vouloir éteindre les lumières de votre conscience dès que la réflexion devient trop inconfortable. Penser par soi-même dans un monde qui s'enrichit massivement de votre capitulation mentale est devenu l'acte de rébellion ultime. Et si vous voulez refuser d'être un pion, si vous voulez protéger votre esprit, il y a des armes très précises que vous devez brandir dès aujourd'hui. Si cette stupidité fonctionnelle est en grande partie un choix inconscient, cela signifie que nous avons aussi le pouvoir de la rejeter. Si elle est le produit d'esprits totalement épuisés, nous pouvons recréer les conditions nécessaires pour rendre la réflexion possible. Pensez au jugement critique, exactement comme à un entraînement physique. Au début, cela fatigue, cela demande un effort, cela donne des courbatures mentales, mais c'est le seul moyen de devenir fort. Vous ne vous lanceriez pas dans un marathon sans préparation, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne pouvons pas espérer naviguer dans un monde saturé d'informations sans entraîner notre discipline intellectuelle. Ces muscles de l'esprit ont besoin de servir, ou ils finissent par s'atrophier. À l'échelle individuelle, notre meilleure armure est ce que les psychologues appellent
l'humilité intellectuelle. C'est le simple fait d'admettre que notre savoir est toujours partiel et que nous faisons inévitablement fausse route sur certains sujets. Pour ancrer cela dans votre quotidien, voici 5 habitudes concrètes à adopter comme autant d'actes de résistance. Premièrement, pratiquez la friction intellectuelle. Prenez le temps, chaque semaine, de lire les arguments d'esprits brillants qui ne pensent pas comme vous. Ne le faites pas pour changer d'avis à tout prix, mais pour tester la solidité de vos propres convictions face à une véritable contradiction. Deuxièmement, cultivez l'ignorance productive. La prochaine fois que vous vous surprenez à être absolument certain d'une chose, posez-vous cette question. De quelle preuve aurais-je besoin pour changer d'avis? Si aucune ne vous vient à l'esprit, attention. C'est le signal d'alarme que vous avez arrêté de réfléchir pour commencer à croire aveuglément. Troisièmement, ralentissez avant de partager. Avant de republier, de transférer ou d'envoyer un lien à vos proches, prenez 60 secondes pour vérifier l'information auprès d'une source indépendante. Cette simple minute de pause suffit à briser le cercle vicieux de l'algorithme qui mise tout sur vos réactions à chaud. Quatrièmement, réapprenez à dire « je ne sais pas ». Dans une société qui valorise l'arrogance de l'ignorance plutôt que le doute honnête, avouer ses propres limites est un choix subversif. Dire « je ne sais pas » vous libère instantanément de l'obligation de faire semblant. Et cinquièmement, le défi de la semaine. Prenez une opinion qui vous tient particulièrement à cœur. Consacrez 30 minutes à chercher et à étudier les meilleurs contre-arguments disponibles. Non pas pour vous torturer ou vous paralyser, mais pour entraîner ce courage de l'esprit que Bonhoeffer a défendu jusqu'à sa mort. Si votre idée survit à cet examen honnête, votre conviction n'en sera que plus solide. Si elle s'effondre, vous aurez gagné quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Bien sûr, les efforts personnels ne suffiront pas seuls. Il nous faut aussi des changements collectifs. Nous devons exiger la transparence des algorithmes. Nous devons financer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Et surtout, nous avons besoin de structures économiques qui réduisent l'anxiété générale. Car lorsqu'un être humain n'est pas obsédé jour et nuit par sa survie matérielle, il récupère l'espace mental nécessaire pour penser le monde dans toute sa complexité. La prochaine fois que vous ressentirez le confort douillet d'avoir toutes les réponses, rappelez-vous l'avertissement de Dietrich Bonhoeffer. La stupidité fonctionnelle ne s'annonce jamais en faisant du bruit. Elle s'infiltre en vous, murmurant que vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. Face à ce miroir, le choix vous appartient. Allez-vous troquer votre esprit contre le soulagement de la certitude? Ou allez-vous choisir le chemin exigeant de l'indépendance intellectuelle? Chaque fois que vous préférez la curiosité au dogme, les faits à l'émotion brute et l'analyse posée à la réaction immédiate, vous ne protégez pas seulement votre cerveau. Vous préservez l'avenir même de la sagesse humaine face à un océan de stupidité artificielle. L'avenir de notre dignité dépend de notre réponse collective à ce défi. Si cette réflexion vous a poussé à questionner une certitude ancrée, ce n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas du courage intellectuel. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire juste en dessous.